Je continue avec la trempe superficielle des aciers. J'avais vu avec vous à la fin de la capsule précédente qu'on pouvait recourir à une flamme oxyacétylénique pour recourir à la trempe superficielle. Donc, je vous ai montré une image ici de trempe superficielle oxyacétylénique générale instantanée. Je vous montre une petite animation qui va permettre de mieux illustrer le procédé. Voilà. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un engrenage qui est en train de recevoir au niveau des dents une trempe superficielle afin de durcir la surface. La mise en solution est réalisée à l'aide d'une torche entretenue avec un mélange acétylène et oxygène. Et immédiatement, là, en bas du dispositif, il y a un jet d'eau. Donc, la manière dont le dispositif procède, c'est qu'il commence par chauffer. Et vous voyez, il s'est relevé un petit peu pour effectuer la trempe. Donc, le jet d'eau qui percute la surface chauffée et procède à la trempe, comme ça. Et voilà. Donc, chauffage, trempe. Et chacune des dents va recevoir le traitement ici. Donc, procéder à la flamme. Donc, je pense qu'on a compris le principe. Voilà. Donc, on avait compris que dans la version générale instantanée de la trempe au chalumeau acétylénique, il y a aussi une version destinée pour les plaques, donc les pièces qui sont non circulaires, où là, on va avoir une série de torches enlignées qui vont chauffer une surface plane et le dispositif est rattaché à un système de jet d'eau qui va suivre la série de torches à une certaine vitesse de manière à assurer un temps de mise en solution minimum euh, et puis assurer la trempe. Donc les jets d'eau sont bien entendu situés en arrière. Vous voyez bien le sens du déplacement, là, les torches qui arrivent en avant et ensuite suivies par les jets d'eau. Vitesse de déplacement qui est de l'ordre de 100 à 200 mm par minute, tout dépendamment de la profondeur de traitement désiré. Et même aussi des fois, l'alliage l'acier va aussi déterminer la température à atteindre et donc la vitesse de déplacement et l'énergie des flammes aussi. Donc ça, c'est une autre version de la trempe au chalumeau oxyacétylénique. Donc le procédé convient pour la trempe des surfaces planes ou de révolution de grande dimension, c'est-à-dire des grands cylindres, glissières de machines-outils, pignons, roues dentées et vis de gros modules, etc. Ça, c'est le genre de pièces auxquelles est destinée la trempe générale instantanée. Donc ici, c'est tout simplement l'image que vous voyez ici, c'est tout simplement une autre image qui représente un chalumeau qui se déplace sur une plaque suivie du système de refroidissement. Donc on voit la structure trempée jusqu'à une certaine épaisseur. Et voilà. Maintenant, une autre méthode, donc en plus de la flamme oxyacétylénique comme source de chaleur pour assurer la mise en solution lors des opérations de trempe superficielle, on peut aussi, comme source d'énergie, se servir d'un principe électrique des courants de Foucault, autrement dit le principe par induction. Donc, je vous montre des images ici de quelques représentations, quelques images qui montrent des opérations de trempe par induction. Donc, la trempe par induction, elle est basée sur le principe, comme je viens de le dire, des courants de Foucault induits à la surface des pièces. Donc, ça fonctionne sur le même principe que, par exemple, nos fours à induction. Donc, il s'agit de faire parcourir un courant électrique dans un fil conducteur, généralement en cuivre. Ce fil conducteur-là, il est enroulé pour faire une bobine.
Et le matériau à chauffer il va être placé au centre de l'enroulement. Vous savez qu'en électricité, une des premières lois en électricité que vous avez appris dit que lorsqu'on fait circuler un courant d'électrons dans un conducteur, ou si vous voulez un courant électrique dans un sens, il y a un champ magnétique qui est créé à 90 degrés et qui tourne autour du conducteur. La fameuse règle de la main droite que vous avez probablement appris à l'école. Donc, à chaque fois, c'est ça. À chaque courant électrique, il y a un champ magnétique. Par- Maintenant, si ce champ magnétique-là qui est créé a l'occasion de pénétrer dans un matériau conducteur électrique, il y a un courant électrique d'induit dans le matériau. Donc, c'est ce qui est représenté ici. Donc, sur l'image, le conducteur principal électrique, la bobine de cuivre est représentée en rouge. Donc, c'est là-dedans qu'on fait circuler un courant électrique. Au centre de la bobine, on place un matériau conducteur électrique qu'on veut chauffer. Et vous remarquez aussi, ce qui est en mauve, c'est le champ magnétique produit par le conducteur en cuivre rouge dans lequel circule le courant électrique. Et ce champ magnétique-là, vous le voyez bien, là, qui rentre dans la pièce. Et le champ magnétique dans la pièce peut produire un courant électrique, donc un mouvement d'électrons dans le matériau gris, sans même toucher au conducteur rouge. Donc, il n'y a pas de contact physique, là, c'est pas une transmission de courant par conduction, c'est une transmission de courant par induction. Donc, c'est pas par contact physique que le conducteur rouge transmet le courant électrique dans le matériau gris au centre, c'est bel et bien par la pénétration jusqu'à une certaine profondeur du champ magnétique représenté en mauve, qui pénètre dans le matériel et le champ magnétique met en mouvement les électrons des atomes du matériel et, par effet Joule, crée ainsi un échauffement, une montée en température à la surface de la pièce. Donc, et ce qui est intéressant avec ce principe-là, vous allez comprendre pourquoi que la trempe par induction devient très intéressante dans le cas où, comme je l'ai spécifié dans la capsule précédente, lorsqu'on veut tremper on veut faire une trempe superficielle, autant que possible, il ne faut chauffer que la surface, que la zone que je veux durcir. Il faut éviter de chauffer le cœur de la pièce parce qu'on ne veut pas changer la microstructure au cœur, on ne veut pas l'affecter, on veut uniquement affecter et transformer la microstructure à la surface, afin bien entendu de la transformer en martensite. Donc on ne veut que austénitiser la surface. Et ce qui est intéressant avec la trempe par induction, c'est que justement, le champ magnétique n'est capable que de pénétrer jusqu'à une certaine profondeur, dépendamment de certains paramètres électriques, comme la fréquence du courant alternatif, parce que c'est un courant alternatif qui va être utilisé. Je vais vous expliquer pourquoi dans la première dans l'animation suivante, mais aussi en fonction de la puissance, du temps de maintien. Tout ça va affecter euh, la profondeur de montée en température. Donc, il est possible, là, en ajustant correctement les paramètres, de n'échauffer qu'une faible profondeur sous la surface et donc de n'affecter que la surface. Et avec ce qui est avantageux, là, ça c'est un avantage par rapport à la flamme oxyacétylénique, c'est que le chauffage dans la zone intéressée est beaucoup plus rapide de manière électrique ou par induction, si vous voulez, qu'avec la flamme. Donc, on a beaucoup plus de précision, on a un meilleur contrôle sur l'épaisseur traitée par induction. Et là, je vous montre un petit peu, je ne sais pas jusqu'à quel point, ça c'est toujours une question que j'ai dans ma tête là, de professeur du cégep qui enseigne dans un domaine lié quand même d'assez près aux technologies et aux sciences. Je me pose toujours la question jusqu'à quel point au secondaire et même dans vos cours de physique au cégep, vous allez loin dans les concepts de physique fondamentale comme la loi de Faraday par exemple. Donc, je vous explique en tout cas, si vous ne l'aviez pas compris avant, je vais essayer de le faire comprendre avec cette animation-là. Donc, une des lois de Faraday dit que lorsque vous faites passer un matériel
qui est polarisé, comme un aimant par exemple, un aimant à double pôle, dans dans une bobine de conducteur, on peut générer un courant électrique. Donc, vous voyez là, la loi de Faraday, il faut que l'aimant soit en mouvement en passant au centre de la bobine pour créer un courant électrique. Donc, autrement dit, ma source d'énergie ici, c'est l'aimant qui a un champ magnétique. Vous voyez le champ magnétique qui entoure l'aimant, qui sort par le pôle nord de l'aimant et qui rentre par le pôle sud. Et l'aimant, et là vous avez ici une bobine de cuivre, donc conducteur électrique, auquel est rattaché tout simplement un voltmètre et une ampoule. Donc, quand cet aimant-là, je la fais passer au centre de la bobine, donc ce que je fais, c'est que je fais passer le champ magnétique dans le fil de cuivre, ça génère et ça crée un courant électrique. Mais il faut que l'aimant soit en mouvement. Il faut que l'aimant se déplace. Regardez, je vais le faire déplacer. Et vous voyez, à chaque fois que je le déplace, ça crée un courant électrique dans la bobine de cuivre qui est lu par l'ampoule et le voltmètre. Si je laisse l'aimant immobile, vous voyez, il ne se passe plus rien. Il faut vraiment que je déplace l'aimant. Donc, vous avez déjà entendu souvent dire que en thermodynamique ou en sciences, rien ne se perd, rien ne se crée. Ça, c'est vrai pour la matière, mais c'est vrai aussi pour l'énergie. Donc, moi, là, quand je déplace l'aimant, je fournis de l'énergie. Donc, de l'énergie cinétique grâce à une force. Et cette énergie-là est transformée sous forme électrique et fait allumer l'ampoule. Voilà. Donc, je ne crée pas de l'énergie ici, là. Je ne fais que la transférer, là. Je prends de l'énergie, je déplace l'aimant et cette énergie-là est transférée de manière par courant électrique. OK? Donc, et là, je vous demande de bien être attentif à ce que je vais dire, là, pour comprendre le chauffage par induction. C'est que remplacer l'aimant par un électron, l'électron aussi, il est un aimant. Il est chargé électriquement, l'électron. Il a le signe négatif. Il est comme l'aimant. D'accord? Mais là, cette fois-ci, je fournis de l'énergie. Donc, là, c'est que là, je fournis de l'énergie, donc je fais circuler des électrons par une source d'énergie extérieure. OK? Et là, l'aimant, qu'est-ce qu'il fait? Quand je fournis de l'électricité, l'aimant, ça le fait vibrer. Ça le fait bouger, ça le fait osciller, comme ça. Donc, regardez là, la tension électrique, là, comme elle passe de gauche à droite, la flèche, la tension électrique. Donc, vous voyez là, elle passe de plus à négatif, plus à négatif. Donc, imaginez là, vous faites passer un courant alternatif. C'est-à-dire que tantôt, la borne positive, elle est positive, négative, et le courant change de direction plusieurs fois par seconde. On le voit par la flèche qui s'en va de gauche à droite. Qu'est-ce que ça fait faire à l'aimant? Ben, l'aimant, ce qu'il fait, c'est que là, il se fait brasser d'un bord et de l'autre. Ça, c'est quand je fournis du courant extérieur. Donc, c'est un ou l'autre. Ça va dans un sens. Soit que je bouge l'aimant de manière mécanique, comme je le fais, puis ça crée un courant électrique, soit que j'utilise du courant électrique venant d'Hydro-Québec, puis que ça fait brasser l'aimant dans la bobine de cuivre. Donc, l'aimant, c'est l'électron dans le métal. Quand le champ magnétique rentre dans l'électron, ça le fait bouger. Puis quand il bouge comme ça, très rapidement, à une très grande fréquence, il frotte après les atomes. Comme vous frottez vos mains ensemble, ça crée de la chaleur. C'est ça qui fait que le métal finit par s'échauffer et monter en température. Donc, c'est exactement sur ce principe-là aussi qu'on arrive à faire fondre du métal à la fonderie à l'aide de l'un ou l'autre de nos trois fours à induction. Donc, ça fonctionne tout simplement sur un principe de physique découvert depuis très très longtemps, la loi de Newton, depuis au moins 250 ans. Voilà. Je reviens
mes moutons, comme on dit. Donc, ce champ ainsi créé induit à son tour, donc le champ magnétique qui rentre dans la pièce à chauffer, induit à son tour un courant électrique dans la pièce à traiter et chauffe, le courant électrique étant l'oscillation des électrons tel que je viens de vous le montrer, dans la pièce à traiter et chauffe donc finalement celle-ci par effet Joule, comme je viens de l'expliquer, en 1 à 5 secondes. Donc 1 à 5 secondes, là, ça dépend. Là. L'échauffement, on atteint la température de mise en solution après 1 à 5 secondes. Mais il faut maintenir généralement plus que 5 secondes pour faire une mise en solution correcte. Donc l'épaisseur ainsi chauffée est d'autant plus faible que la fréquence du courant est élevée. Donc plus la fréquence du courant est élevée, parce que ça prend un courant alternatif, soit dit en passant. Donc si le courant n'est pas alternatif, ça ne fonctionne pas. Un courant continu, ça ne peut pas fonctionner, ça ne fonctionne qu'en courant alternatif, parce que vous l'avez vu, l'aimant, je le faisais brasser de gauche à droite. Mais pour que l'aimant puisse aller à gauche, il faut que le courant fonctionne dans un sens, il faut qu'il y ait un déplacement. Puis ensuite, quand je veux faire déplacer l'aimant de l'autre bord, ça me prend un courant inversé. Donc le courant va s'inverser constamment à l'entrée, donc ce qu'on appelle un courant alternatif. Et donc c'est comme ça que le courant arrive des prises électriques dans vos maisons aussi, en courant alternatif. Donc cette bobine est parcourue par un courant électrique à haute fréquence, 1000 à 100 000 Hz, dépendant. Nous, par exemple, nos fours à induction à la fonderie ils fonctionnent à 3600 Hz. Celui, l'inducteur, je pense qu'il est autour de 3000 Hz aussi. Je ne suis pas sûr, il faudrait que je vérifie. Qui génère par le fait même le champ électrique tout autour. Et voilà. Donc, ce mode de chauffage particulièrement bien adapté aux petites pièces de forme régulière, fabriquées en grande série, se prête bien à une automatisation poussée. Donc, la trempe par induction, là, c'est vraiment là, c'est destiné aux procédés automatiques. Donc, pour de très grandes pièces à traiter et une précision au niveau de l'épaisseur traitée aussi. Donc, c'est un procédé qui est très facilement adaptable à l'automatisation. Bien entendu, ça prend un système d'arrosage intégré pour pouvoir effectuer la trempe. Je vais vous montrer une ou deux vidéos en rapport avec la trempe par induction. C'est certain que vous allez avoir l'occasion aussi de faire le laboratoire, d'utiliser notre propre inducteur, mais c'est toujours intéressant de voir aussi le setup qu'on peut avoir en entreprise. Donc ici, c'est un traitement superficiel d'un arbre de transmission. Donc ça c'est là, ça rentre dans la fabrication d'un moteur d'auto, soit dit en passant. C'est ça qui tourne, qui fait tourner les roues, qui est relié au piston. L'arbre l'arbre à cam qu'on appelle. Donc vous voyez, vous avez une bobine d'induction, ce qui est en jaune, refroidi à l'eau. Donc, il y a deux courants d'eau qui arrivent là. Il y a le système, l'inducteur en tant que tel, il faut qu'il soit refroidi. Sinon, il va finir par fondre lui-même, là, par effet Joule. Donc, il faut qu'il soit refroidi pour être maintenu à température constante. Parce que lui, il agit un peu comme un élément chauffant, malgré que forcément, on veut faire passer un courant. Le but de la bobine, c'est de créer un champ magnétique intense. Mais pour ça, il faut y faire passer un courant à l'intérieur, mais aussi en faisant passer un courant, la bobine a tendance à chauffer. Donc, il faut la refroidir. Et il y a le système de refroidissement qui, lui, va réaliser la trempe. Vous voyez le jet d'eau sortir en bas. Ça, c'est l'eau de la trempe. L'eau de refroidissement de la bobine, on ne la voit pas. Là. Elle est dans le système interne. Mais ce que vous voyez sortir en bas, c'est l'eau qui sert à tremper la surface de l'arbre après le chauffage, qui sort par la partie inférieure. Donc là, ici, on ne voit pas le matériel chauffé, malgré qu'on voit de la lumière s'en dégager. Là. Donc, trempe par induction. OK. Bon, je pense que c'est ça. J'en ai un autre petit film à vous montrer concernant la trempe par induction. Un deuxième. Ici, c'est sur un autre type de pièce. Là, on va bien voir ici
On va bien voir ici le matériel chauffé par induction. Donc, vous avez ici une bobine d'inducteur placée de chaque côté de l'encavure. Là, il est placé. Et là, on fait tourner. On arrête à une certaine position. Et là, ça chauffe. Donc, au fur et à mesure, là, toute la circonférence va être traitée comme ça. Vous avez le jet d'eau qui arrive par en bas, qu'on est en mesure de voir un petit peu. Et là, vous avez la bobine, les deux bobines de cuivre de chaque côté là, qui chauffent par induction. Et voilà. Fait que là, il y a il y a une encavure de fait complètement. Là, le système va se déplacer, il va faire l'autre encavure à côté. Puis on va faire la même chose. La trempe va se faire sur toute la circonférence. Donc, vous voyez, quand je vous dis que c'est automatisable, c'est facilement automatisable la trempe par induction. Vous en avez un bel exemple ici. Donc, on peut adapter la bobine à différentes formes géométriques, comme vous êtes en mesure de le constater ici. Donc, ça n'a pas besoin d'être des cylindres, ça peut être des formes plus complexes, un peu comme vous voyez à l'écran, mais on peut quand même adapter la forme de la bobine et être capable de créer l'échauffement par induction. Voilà. J'en ai-tu un autre? Non, ça c'est un autre, ok. Bon, ça complète, je pense, pour la trempe par induction. Voilà. Je reviens à mon petit PowerPoint. Maintenant, euh, les facteurs qui influencent la profondeur et le profil de dureté de la couche trempée par induction. Tantôt, je vais vous montrer un graphique qui représente un profil de dureté classique là, dans une couche trempée. Mais il y a moyen, en jouant sur différents paramètres, d'ajuster la profondeur de trempe et le profil, c'est-à-dire la manière dont la dureté va évoluer dans la couche traitée. On peut jouer sur la puissance de l'inducteur. Donc, bien entendu, plus l'inducteur est puissant, plus ça va chauffer vite et profond. La vitesse de déplacement de la pièce. Donc, vous avez vu tantôt là, la pièce qui tournait, là, ben, on pourrait la faire tourner plus vite ou moins vite. Ça va affecter l'épaisseur traitée. Si on tourne la pièce moins vite, donc le temps de maintien va être plus long, la chaleur va avoir plus le temps d'aller loin, donc on va obtenir une couche traitée plus épaisse. La fréquence d'un inducteur, plus la fréquence elle est longue, c'est-à-dire élevée, euh, plus mince est la couche traitée. Le diamètre de la tige ou la taille de la pièce, si vous voulez, ça aussi va affecter ça va affecter la profondeur à laquelle peut se rendre le champ magnétique. Ça n'a pas une si grande influence, là, mais ça en a une quand même. Et finalement, la composition chimique de l'alliage, elle, ne jouera pas vraiment sur l'échauffement, mais plus sur la capacité de l'acier à tremper lors de l'étape du refroidissement. Nous, en laboratoire, on va faire varier la puissance d'un inducteur. On va faire des tests à 12 kW et 18 kW. On va faire varier euh, le temps de maintien dans l'inducteur. Donc, on va faire des temps de maintien de 9 secondes et 16 secondes. On va faire varier le diamètre des tiges. On va travailler avec des tiges de 1 pouce et 3 quarts de pouce. Puis, on fait aussi varier la composition chimique en faisant des traitements sur du 1045 et aussi sur du 4140. Donc, on va donc créer tout un ensemble de paramètres, une différente combinaison de paramètres. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout simplement mesurer l'épaisseur de la couche trempée ainsi que la dureté de la couche trempée en fonction de tous ces paramètres-là. Donc, lorsqu'on observe les couches traitées au microscope ou avec tout simplement une lentille polarisante, donc ce que vous avez, l'image à gauche, c'est une observation au microscope dans l'interface d'une couche traitée, trempée superficiellement. Donc, vous avez dans la partie droite de la métallographie la zone qui a été trempée près de la surface.
Donc, vous êtes en mesure de reconnaître de la martensite. Il y a un petit mélange de ferrite primaire et de martensite là-dedans, là. Et puis, ce qui est à gauche, ben, c'est la zone qui n'a pas été affectée. Donc, elle est restée à l'état recuit. C'est le mélange de perlite et de ferrite. Donc, la couche durcie est elle est donc composée de martensite, bien entendu, qui se retrouve à droite. Et en vert, j'ai placé ici l'interface. Donc, c'est même en métallographie, c'est très facile à distinguer la couche traitée de la couche non traitée, comme vous le voyez. Mais on n'est pas obligé d'observer de près la perlite ou la martensite. Même si on regarde l'échantillon à l'œil ou avec une lentille 2X par exemple, comme vous voyez euh, euh, sur l'image en haut à droite, on est en mesure très bien de voir une distinction entre la couche traitée et celle qui ne l'a pas été. Ce que vous allez être capable de faire avec vos échantillons en laboratoire. Et ce que vous avez en bas, ben, c'est un peu plus l'équivalent. On est en mesure de voir la couche traitée qui est représentée en bleu sur des dents d'un système d'engrenage sur plaque qui a reçu une trempe superficielle. Finalement, pour compléter avec la trempe superficielle, il existe une méthode qui est de plus en plus utilisée aussi, qui s'appelle la trempe au laser. Donc, la trempe au laser, c'est une technique de trempe superficielle aussi, sélective, sans de milieu de couplage externe, donc on n'a pas besoin de tremper avec de l'eau. Donc, le refroidissement, il est assez rapide pour effectuer la trempe. Donc, le temps de traitement de surface est très court par comparaison à d'autres procédés plus conventionnels, comme la trempe par induction ou encore plus la trempe à la flamme. Cette opération dure à peine quelques millisecondes ou quelques secondes et offre la possibilité d'obtenir des structures très fines et dures. Donc, autrement dit, par rapport à la trempe par induction, le laser crée un échauffement encore plus rapide et intense. Donc, le temps de mise en solution est encore plus court. Et la zone à proximité qui, elle, n'a pas été traitée demeure froide. Ce qui fait que le simple fait que le laser s'arrête, ça crée un refroidissement très rapide parce que la chaleur va très rapidement se dissiper vers les zones froides. Donc, ça crée un refroidissement rapide. Donc, on n'a pas besoin d'eau, généralement, avec la trempe au laser. Donc, on va utiliser la trempe. Au laser, elle devient intéressante lorsqu'on veut faire des trempes très localisées, dans des points précis. Donc, sur des pièces finies, trempe sur zone d'accès difficile, lorsqu'il n'y a pas de moyen d'y aller par l'induction ou par d'autres moyens à cause de la difficulté d'accès de la zone à tremper, on va y aller au laser aussi. Donc, une élévation importante du niveau de dureté, comme le permet l'ensemble des procédés de trempe superficielle. Ça donne une meilleure dureté, une meilleure tenue au frottement. Donc, vous avez des images ici de trempe au laser, l'échauffement au laser. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas d'eau nulle part qui est utilisée. C'est auto-trempant, autrement dit. Je vais vous montrer. J'ai un petit film de trempe au laser. Voilà, ici. Donc, un beau petit film de trempe au laser avec un robot. Un beau petit robot. On voit le laser ici. Bon. On voit l'échauffement, mais le laser, on le voit plus ou moins là, à l'œil, là. Mais on voit bien la zone s'échauffer. Bon, on le voit, le laser quand même, c'est la zone. On le voit quand même un peu, mais pas beaucoup. Donc, chaque dent est ainsi chauffée. Vous voyez le déplacement qui est quand même assez rapide. Ben, ça trempe tout seul, même pas besoin d'eau. Voilà. Maintenant, pour terminer la capsule, il y allait avec une dernière façon pour faire la trempe superficielle. Hop, là, je pense que il n'a pas trop aimé ce que j'ai fait, lui. Hmm, désolé.
Ça sera pas long, ça va redémarrer. Désolé pour le petit contretemps. Bon, je poursuis. La trempe par immersion maintenant. Donc, la trempe par immersion, qui est le dernier procédé dont on va parler concernant la trempe superficielle, consiste à immerger la pièce à tremper dans un bain de température supérieure au solvus. Donc, autrement dit, il faut que la température du bain, c'est un bain liquide, généralement constitué d'un sel, et on trempe la pièce dans le bain d'immersion dans un temps assez court, quelques secondes. Donc, la durée de l'immersion doit être assez courte afin de chauffer seulement la surface de la pièce. Donc, pour ne pas donner le temps à la chaleur d'aller vers le centre et affecter la microstructure vers le centre. Ensuite, on sort, on retire la pièce et on fait passer rapidement cette pièce-là dans un bain de refroidissement où on immerge, ou avec des bains, on asperge de l'eau dessus, ou on immerge la pièce dans un bain d'eau. Donc l'avantage de ce procédé-là, c'est qu'il ne requiert pas de matériel spécifique ou compliqué comme un poste d'induction, où ça prend quand même des appareillages électriques assez sophistiqués. Ça prend seulement un bassin avec un élément chauffant pour tenir le sel à bonne température. Et maintenant, juste pour vous montrer finalement comment va évoluer la dureté après le traitement. Donc vous avez par exemple ici les dents d'un engrenage. On voit la zone foncée qui est la zone qui a été traitée thermiquement superficiellement. Et l'évolution de la dureté à partir de la surface en allant vers le centre. Donc, il y a quand même, ce que vous êtes en mesure d'apercevoir, c'est qu'on est quand même capable de limiter de resserrer la zone de traitement. Et vous voyez que la dureté chute sur une très faible distance, de manière assez importante. C'est ce qu'on veut généralement avoir le plus. OK? On ne veut pas que la dureté baisse progressivement vers le centre. On veut avoir une dureté très élevée à la surface, sur une profondeur limitée, et ensuite revenir rapidement à la microstructure d'origine pour une dureté plus basse. Donc la dureté plus basse, là, vers le centre, c'est important pour que la dureté soit trop élevée parce que, je le répète, la raison pour laquelle on fait les trempes superficielles, c'est pour préserver la forte ténacité d'une pièce. Donc, il ne faut pas que la pièce soit trop dure, autrement dit, la ténacité dépend de la ductilité, mais tout en que la pièce ait une forte résistance à l'usure. Donc, la résistance à l'usure ne concerne que la surface. Donc, il faut, autrement dit, avoir une transition forte entre la dureté à la surface et la dureté vers le centre. Donc, ça, c'est un profil, c'est le genre de profil de dureté qu'on cherche à avoir. Voilà, ça complète pour la capsule numéro 3 de la 10e semaine du cours de traitement thermique.